Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bienvenue dans le 55e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Love Center, un centre à Bruxelles dédié au bien-être et à la sexualité. Dans ce 55e épisode, je vais faire une transition entre deux sujets, entre deux interviews. C'est-à-dire qu'on a passé un moment à parler de tantra depuis quelques épisodes qui sont passionnants. Et il y aura tellement de choses à dire. Et j'ai déjà eu de retours des auditeurs, ça fait vraiment plaisir. Et puis le prochain épisode en septembre sera avec Marie-Noël sur la Kundalini. Et je me suis dit que j'allais dédier ce podcast à une transition entre tantra et Kundalini. Donc je vais parler de Kundalini. C'est un sujet tellement vaste et passionnant que j'aimerais bien interviewer des personnes à ce sujet et offrir ça dans des prochains épisodes. Et cette capsule va être toute particulière parce qu'on va un peu cadrer et relier les éléments passés et futurs du podcast et également aborder un sujet qui pour moi est un coup de cœur, la Kundalini. C'est un sujet qui me passionne personnellement depuis mon adolescence et j'ai découvert et appris des choses incroyables sur ce sujet du tantra et de la Kundalini, on va dire depuis très longtemps, et ça m'habite et c'est ce qui quelque part m'a propulsé dans toute cette découverte envers moi et envers la sexualité et qui fait que je suis devenu sexologue aujourd'hui depuis quelques années. Dans mon cœur, le podcast numéro 1, j'aurais bien voulu que ce soit la Kundalini, mais c'était trop tôt. Il fallait prendre du temps d'introduire le sujet de la sexualité, de déjà l'aborder de maintes facettes. Et ici, on est déjà à plus de 50 épisodes. Avec les 3 épisodes en anglais et les multiples épisodes tantra, on est plus de 60. Et je me dis que c'est le moment approprié pour aborder des sujets qui sont mystérieux, parfois tabous, et qui sont là aussi dans notre culture occidentale à l'heure actuelle. Alors, je vais certainement faire un podcast en 3 parties. La première, c'est parler de l'Inde, parce que c'est difficile de parler de tantra sans parler de l'Inde. Ensuite, d'expériences personnelles et de Kundalini, et ce qui nous amènera au mois prochain à accueillir Marie-Noël. Évidemment, comme je vous disais, c'est vraiment impossible de parler de tantra sans parler de l'Inde. Et j'ai la chance de connaître une personne indienne qui est née là-bas, qui a plus de 40 ans, qui vit en Belgique et qui ne parle pas français d'ailleurs, et qui connaît évidemment très bien sa culture de l'intérieur, tant au niveau de l'éducation sexuelle à l'heure actuelle en Inde, qui est vraiment très délicate, voire inexistante à certains égards pour la plupart des gens, tant c'est un tabou. Mais voilà, quel est le lien quand on parle de tantra, de sexualité, de Kundalini pour une personne de culture indienne? Eh bien, il faut savoir que l'objectif du tantra, c'est cette connexion à la vie, à soi, au monde et à Dieu. Donc c'est vraiment spirituel. Comme on le dit depuis le début avec Raquel, c'est une démarche spirituelle et qui utilise toutes les dimensions et les caractéristiques de l'être humain. Alors c'est sûr qu'en Occident, le tantra est très connoté sexualité, mais le tantra est très peu en lien avec la sexualité, on va dire dans sa version de base, dans tous les textes sanscrits, mais néanmoins, il y a l'aspect de la Kundalini qui est très présente, très connue et qui, elle, est intimement liée à l'énergie sexuelle. Et donc l'objectif du tantra, c'est cette connexion à Dieu. Alors il y a la voie classique et lente, c'est la voie de la prière, comme on la connaît dans beaucoup de cultures, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes par exemple. Et donc on passe par la prière, la méditation. Donc c'est la voie standard, une voie longue et très lente. Et puis le tantra propose de regarder l'énergie sexuelle autrement et d'en faire usage pour justement accélérer, aller vers une manière plus rapide de se connecter à Dieu, se connecter à son âme, à l'âme du monde. Et ça passe par l'énergétisation du corps. Et donc, c'est cette énergétisation du corps, de l'esprit et de l'âme suffisamment élevée pour justement être capable. Le goal ultime, c'est vraiment de sublimer l'énergie sexuelle, de l'utiliser à vocation spirituelle. Et ça rejoint aussi ce qu'on dit avec Raquel depuis le début, c'est une voie spirituelle avant tout. Mais néanmoins, le tantra en Inde est encore fort associé à la magie noire parce que tout dépend de l'usage qu'on fait de ces moyens, de cette énergie sexuelle, de cette magie qui est là, de ces pouvoirs surnaturels aussi qui sont très déployés, enfin très décrits dans le tantra. Et donc cette voie sexuelle, elle est relativement mal connotée malgré tout en Inde parce qu'en fait, soit la personne l'utilise avec un mindset qui n'est pas nécessairement adéquat et qui est à usage plutôt égotique, à contre-courant des valeurs du tantra,
Ou soit c'est la valeur noble du tantra qui utilise l'énergie sexuelle de manière sainte pour le bien-être, la transcendance de soi et la connexion à la vie. La clé, c'est vraiment toujours l'intention. C'est amusant puisque c'est vraiment le point de démarrage en fait des podcasts du Lovell Center, c'est de démarrer par l'intention. Et donc en soi, l'objectif du tantra, par voie de la sexualité, qui est quand même très présent en Occident alors que c'est une niche minuscule en Inde. Et donc l'idée, c'est de transcender l'énergie sexuelle, d'en faire usage. Et donc quelque part, l'acte sexuel n'est pas utilisé pour un acte sexuel, mais d'utiliser l'énergie sexuelle pour augmenter son énergie à soi. Donc parfois, ça peut être considéré un peu comme, si on regarde les rituels tantriques ou autres, comme un peu pour certains, comme du vampirisme, parce qu'en fait, on utilise l'énergie sexuelle pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Et de manière inconsciente ou cachée ou non visible, parfois, c'est un usage pour soi plutôt que pour les deux. Et cette énergie est tellement forte que parfois, c'est même l'usage de l'énergie sexuelle féminine à vocation d'usage magique, qu'elle soit blanche ou noire, en fait. C'est assez particulier. Le tantra en Europe, qui est fort connoté aussi au massage tantrique et à un massage sexuel, est plutôt orienté vers du gaspillage de l'énergie au sens du tantra indien, on va dire, à l'heure actuelle là-bas. Et donc, c'est contre-productif et ce n'est pas du tout pour eux cette vocation tantrique telle qu'elle devrait être, d'après les textes. Le tantra, en fait, est vraiment intimement lié à la notion d'énergie et dès que ça touche à l'énergie, on parle de cette énergie sous forme kundalini qui monte à travers le corps et qui vient, créer énormément de changements, de libération, de béatitude, d'illumination et de bien-être. Il faut savoir qu'en Inde, ils ont le ministère de la santé de l'Ayush, c'est-à-dire que c'est officiel. Depuis 2014, ils ont un ministère de la santé qui recouvre 3 domaines, l'homéopathie, le yoga et l'ayurveda. Donc c'est une approche holistique de mettre en avant et en valeur la médecine ancestrale et le savoir ancestral à travers yoga et ayurveda, entre autres. Et donc c'est aussi le ministère de la naturopathie, donc homéopathie, naturopathie, yoga, ayurveda. Dans l'ayurveda, je ferai certainement un podcast sur sexualité et ayurveda, mais la sexualité est vue comme un besoin naturel qui fait du bien à la santé du corps, de l'esprit et qui sert à élever le corps et l'esprit. Donc en fait, cet ami indien me disait que simplement l'ayurveda, il peut être vu simplement pour résoudre des problèmes de santé, mais en soi, il peut être vu aussi pour amplifier le niveau de vitalité de la personne. Et à un certain égard, pour ceux qui le décident et qui en font la connexion, ils peuvent aller vers le tantra, la sexualité ou autre pour aller plus loin et plus haut. Donc sur base d'une santé qui est déjà saine, où la vitalité, le bien-être psychocorporel est déjà avancé, alors il y a des possibilités de dire, ok, on a des bases solides psychocorporelles et on peut aller vers des expériences de tantra. Et donc c'est pas une voie directe en général de dire on va directement vers un tantra sexuel. Ils vont plutôt faire attention à la magie noire et attention, il faut déjà avoir un corps en bonne santé avant éventuellement d'aller vers cette technique-là. J'ai fait une comparaison, c'est assez amusant qu'en Inde, ça soit un standard alors que chez nous, tout ce qui est, j'aime pas le mot médecine alternative, pour moi c'est les médecines qui se complètent, il n'y en a pas une qui a une suprématie ou un privilège sur l'autre ou qui serait plus importante, elles sont toutes différentes mais elles sont toutes complémentaires. Et en Inde, il y a quand même 1,4 milliard d'habitants en 2022 et une superficie de 3,3 millions de kilomètres carrés. Si on compare à l'Europe, on a 750 millions de personnes, ça dépend de la taille de l'Europe qu'on choisit, mais donc c'est-à-dire l'Inde est 2 fois plus peuplée que l'Europe et avec un territoire, on va dire 25% plus grand. Donc on voit quand même que pour un pays qui est quasiment le 2e plus grand pays du monde en termes de population après la Chine, pour 1,4 milliard d'habitants, l'Ayurveda, le yoga, voire les racines liées au tantra et l'homéopathie et la naturopathie sont pleinement acceptées et intégrées en fait à l'heure actuelle dans leur culture. C'est quand même fabuleux, j'espère que peut-être que ça fera des petits chez nous et que les esprits vont un peu s'ouvrir sur le bon sens. Parce qu'en fait, du point de vue d'un Indien, le tantra c'est une somme colossale de science et c'est vraiment une approche scientifique dans le sens où il y a des protocoles, des méthodes, des exercices qui sont proposés et qui, à force d'être répétés, on voit que les gens expérimentent des résultats similaires. C'est pour ça que c'est vraiment une science. On a un protocole, on applique et on voit que les résultats sont similaires. Et donc c'est extrêmement sérieux, ça paraît empirique, peut-être, mais ça part de l'expérience et de la sensation et des observations qu'on voit sur le corps et l'esprit. Alors la Kundalini est effectivement une branche importante de l'aspect du tantra parce qu'en fait, la Kundalini est une source d'énergie dans notre corps qui est énorme en fait, énorme, et qui a des impacts d'office sur le corps, l'esprit et l'âme. Et comme la sexualité dans l'Inde est plutôt utilisée comme un moyen d'énergie pour aller ailleurs, on voit bien qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on fait du tantra en Europe et de la vision du tantra en Inde. C'est assez particulier, mais pour moi c'était important de parler de ça aussi,
parce que c'est des éléments importants pour la compréhension de ce qu'on en fait nous et de ce que c'est à l'origine et de ce que c'est à l'heure actuelle en Inde également. Pour eux, sexualité et sexe, c'est différent et que l'objectif, c'est d'utiliser une énergie puissante qui est déployée au niveau de la sexualité pour aller vers des niveaux de conscience, des niveaux de bien-être, on va dire, amplifiés, démultipliés et découvrir des états qui sont peut-être inaccessibles donc, d'une autre manière, puisque c'est vraiment une méthode accélérée, comme ils le disent, pour développer des aptitudes un peu insoupçonnées pour peut-être le commun des mortels, on va dire, dans notre culture occidentale. Dans cette transition faite entre le tantra, ce qui se passe en Inde, et cette approche plutôt indienne, et également le sujet de la Kundalini qui arrivera, je me dis que je vais vous partager un petit peu ce sujet qui, me passionne et que j'expérimente et qui me fascine vraiment depuis longtemps, qui est quand même très mystérieux et qui repose en fait sur quelque part le souffle, la respiration, la conscience, l'énergie et le corps. Donc le corps est la voie royale justement pour développer un bien-être psychocorporel et spirituel. Alors c'est un chemin vaste et passionnant et mes intentions pour parler de ça, c'est d'initier des partages entre vous et moi éventuellement, si ça vous intéresse. Je trouve ça fascinant de discuter avec plein de gens avec des expériences différentes, d'initier des réflexions et l'envie d'intéresser peut-être des personnes à ce sujet, sachant qu'il est peut-être beaucoup plus accessible et facile d'accès qu'on imagine. Comme je vous l'ai dit, cette expérience de la Kundalini, pour ma part, c'est les mots que j'y mets, mais c'est vraiment, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, cet éveil de l'énergie et des chakras racines en état orgasmique et 2 orgasmes du cœur où l'énergie est montée en flèche comme ça vers le cœur avec un orgasme au niveau du cœur. Et c'est exactement tout ce qu'on peut lire dans des descriptions tantriques et qu'en fait, ça touche à une manière de pouvoir sublimer l'énergie sexuelle pour aller vers beaucoup plus, pour aller vers des états d'orgasme, pour aller vers des compétences un petit peu considérées à l'heure actuelle comme différentes ou supranaturelles ou que sais-je. Et comment j'y suis arrivé pour ma part? Eh bien, sachez que, pour ceux que ça intéresse, j'y suis arrivé par plus d'une année de méditation quotidienne silencieuse où le seul objectif, c'est d'être dans le silence total, de laisser venir ce qui vient et de savoir qu'il y a beaucoup plus derrière. Ensuite, par une période aussi assez grande de presque d'abstinence, si on peut dire, très peu d'actes sexuels, parce qu'en fait, je vivais des sensations incroyablement intenses de par le son extérieur des bols chantants tibétains, mais également le son de ma voix et des mantras, des positions de yoga, de la respiration. Et mes orgasmes se sont déclenchés par le son. Et c'est d'ailleurs une des bases solides du tantra, c'est le son. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'il ne soit pas plus développé en Occident, comme si c'était pas important, alors qu'en fait, le son est extrêmement puissant sur l'être humain. On voit bien des jeunes parents qui accueillent un bébé, on lui parle. Il y a vraiment une stimulation et ça a des effets énormes sur la mémoire, sur la synchronicité des mouvements, sur la mémorisation, sur l'humeur, sur les hormones, sur tout en fait. C'est étonnant que le son ne soit pas plus apprécié que ça, ou en tout cas qu'il ne soit pas plus valorisé. Mais ça deviendra une évidence petit à petit. Et donc, je suis arrivé par une multitude d'expériences et par la méditation orgasmique, entre autres, puisque c'est l'éveil finalement de l'énergie sexuelle, mais pour la sublimer et écouter ce qu'elle fait à l'intérieur de moi. Et donc, c'est totalement en lien avec tous les paramètres du tantra. C'est pas anodin puisque c'est ma passion, mais je les ai appliqués. Il y a un côté rigueur, mais pas de sacrifice en fait. Il y a vraiment une notion de prendre plaisir à expérimenter l'énergie sexuelle de manière différente, c'est-à-dire de la vivre de manière tout à fait classique, de plaisir, de bien-être et aussi de relations sexuelles et de partenariat, de complicité avec une partenaire ou avec moi, mais consacrer un temps important à me dire il y a beaucoup plus. C'est un sujet qui regorge d'expériences et d'ouvrages, entre autres dans le tantra. C'est pas anodin, c'est qu'il y a bien quelque chose de précieux et d'important pour beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Et donc quelque part, tous ces exercices m'ont amené par chance d'y arriver. Pour préparer ce podcast, j'ai relu et repris 4 livres importants que je mettrai dans la biographie. Je n'aurai pas l'occasion de les parcourir aujourd'hui, mais dans un de ceux-là, il parle de 112 chemins, exercices pour éveiller et amener la Kundalini, en fait, de l'expérimenter, en tout cas dans ses effets. Et qu'en fait, tous les chemins sont possibles. C'est un peu comme l'univers est un hologramme, tout est dans tout. Et donc, peu importe la manière qu'on choisit comme expérience, certains vont peut-être déclencher des états de Kundalini de manière spontanée, d'autres de manière fortuite, et puis d'autres via des exercices qui contribuent à un contexte favorable, certains par le chant, certains par le mouvement, certains par la respiration, certains par la contemplation. Et il y a différentes manières d'y arriver, elles sont toutes cohérentes, mais surtout que chacun pourrait le développer à sa manière. Et il n'y a pas de chemin unique, il y a autant de chemins que presque d'individus. Et c'est ça qui est passionnant, il y a vraiment... Et c'est pour ça que je mets beaucoup de vigilance sur le côté un peu gourou, maître ou professeur dans le monde du tantra occidental, ou c'est tout autant qu'en Inde, c'est de faire attention de toujours garder sa souveraineté parce qu'on est le seul à savoir ce qui est important et comment on souhaite y arriver, et comment vouloir l'accompagner. Et donc c'est un message d'espoir aussi pour beaucoup de gens
en sexualité qui se disent « Ah, mais je vis pas de sexualité, j'ai pas de partenaire. Finalement, je suis privé, je suis handicapé, je suis victime ou bien je me plains. » En fait, pour moi, c'est un message d'espoir énorme. C'est là que la magie peut opérer aussi. C'est beaucoup plus difficile et différent à deux d'y arriver parce que les deux doivent atteindre un certain niveau aussi pour pouvoir exceller dans la pratique, je dirais, d'en faire un usage qui permet d'appliquer vraiment les exercices avec des résultats. Ça demande un cheminement personnel avant tout, en lien avec son corps, la respiration, l'accueil de soi, notre sexualité, notre énergie vitale. Que on soit homme ou femme, ou peu importe notre genre, nos préférences, notre activité sexuelle, pas de sexe, j'aurais envie de dire, mais bravo, parce qu'en fait, vous avez un potentiel énorme de développer peut-être la capacité de ressentir l'énergie sexuelle et peut-être des expériences proches ou totalement en lien avec la Kundalini. Et c'est un cadeau exceptionnel qui crée un changement. Il y a vraiment un avant, un après. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et certes, il y a des techniques d'activation de la Kundalini. Il y a différentes méthodes qui existent, mais simplement, ça peut être parfois quelque chose de ponctuel, mais qui ne dure pas. Quelque chose qu'on n'arrive pas à reproduire nécessairement. Mais c'est pas grave, chaque expérience est positive et permet d'avancer davantage sur le sujet. Et dans la sublimation de l'énergie sexuelle, on utilise justement l'intensité de l'énergie sexuelle par un acte sexuel relativement classique, mais ensuite on s'arrête, on fait des pauses, on médite et on a presque une libido négative, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout là, on médite. Mais c'est pas parce qu'en apparence on croit qu'il se passe rien, qu'en fait il ne se passe rien du tout au niveau subtil, énergétique ou dans le processus, on va dire, de traitement du bain biochimique qu'il y a dans notre sang et du bain hormonal, parce qu'en fait, il se passe énormément de choses et souvent, on passe par la méditation longue et reprendre. Et donc, c'est un peu le phénomène edging, mais de manière extrêmement lente, c'est-à-dire qu'on peut faire l'amour et s'exciter, qu'on soit homme ou femme, peu importe, seul ou à deux, pour être dans l'intensité, et puis on arrête, on est dans le silence, le repos, on médite, avec des exercices pour du tantra, liés à la visualisation, au son, à l'écoute, à l'introspection et à un côté très spirituel, méditatif, prière presque. Et puis on peut recommencer peut-être 10 minutes plus tard et simplement faire des cycles comme ça et peut-être que des choses incroyables pourraient se produire dans votre vie. En tout cas, pour ma part, cette sublimation de l'énergie sexuelle, c'est vraiment quelque chose de réel, de puissant, de sublime et qui me motive parce que j'ai toujours eu le rêve, depuis que j'ai eu la chance d'expérimenter ce genre de choses à ma manière, de le transmettre et de le partager et d'avoir des discussions intimes. Mais c'est vraiment une discussion intime de beaucoup de choses. Et pour ceux qui le souhaitent et qui sont motivés, ça me plairait bien d'expérimenter un accompagnement avec les gens qui ont envie d'aller dans cette direction, qu'elle soit unique ou complémentaire à d'autres choses qu'ils font dans la vie et de leur sexualité. Je suis disponible pour les gens motivés à vous accompagner, un peu comme un guide de haute montagne qui a déjà connu un certain chemin. Je peux vous accompagner et aller voir davantage ce qui se passe derrière. Parce que derrière l'énergie sexuelle et l'acte sexuel, il y a beaucoup plus d'insoupçonnés. Parfois, quand on en parle, les gens peuvent nous prendre pour des fous et ne pas nous croire, mais c'est pas grave en fait. C'est comme quelqu'un qui a jamais goûté le goût d'une fraise, il peut pas comprendre ce que c'est, mais c'est pas grave. C'est ni de sa faute ni de la nôtre, c'est juste qu'il peut pas comprendre. Donc, il y a rien à dire d'autre que on passe son chemin et puis on trouvera bien le moment opportun pour parler avec des gens passionnés qui ont soit la même expérience, soit qui accordent de la considération et de la valeur et de l'intérêt pour ça. Et comme Raquel le dit, sexualité et spiritualité sont extrêmement liés. Le tantra est une voie spirituelle et pour moi, il n'y a rien de plus spirituel que la sexualité ou de sexuel que la spiritualité où l'un et l'autre sont liés en fait et extrêmement puissants. Une des voies du tantra, c'est d'utiliser l'énergie sexuelle et souvent on parle de sublimer, de féliciter, d'expériences mystiques et ainsi de suite. Et on parle parfois même dans certains livres de sacrifice. Mais moi, j'aime bien l'étymologie du mot sacrifice, c'est-à-dire de se restreindre pour amener du sacré. C'est-à-dire, c'est pas une contrainte négative, difficile, comme une pénalité. Non, c'est un choix conscient de dire je veux me limiter pour faire émerger et m'offrir des états de conscience, des états d'expérience beaucoup plus développés que si je ne le faisais pas. C'est en lien, finalement, c'est sacrifice, au sens noble du terme, je trouve, de ne pas gaspiller l'énergie sexuelle ou l'énergie du corps, comme le propose le tantra. C'est pour ça que certains disent en Ayurveda qu'il y a des sexualités positives ou négatives. Positives, ça amène plein de paramètres favorables et positifs pour le corps, l'esprit et l'âme. Et négative, orgasme négatif, c'est que finalement ça a des impacts négatifs sur l'ensemble. Donc il faut vraiment le voir de manière large. Quand on parle de gaspillage d'énergie, c'est pas juste physiologique, je sais pas, une éjaculation, qu'on soit homme ou femme ou que sais-je, ou un plaisir, un climax, ou un orgasme, mais comme quelque chose qui est global dans la relation, dans la manière dont on se sent, dans la manière dont on se sent après, dans tous les bienfaits que ça peut nous apporter, ou finalement aussi les choses qui nous rendent la vie un peu plus compliquée et où c'est moins satisfaisant et nourrissant. Et donc, cette notion de sacrifice qui est quand même très présente, c'est de l'abstinence pour aller vers un plus haut niveau d'être, plus vitalisant. Et donc, on parle de cette énergie vitale qui nous ramène à des états de conscience différents. Et donc, dans beaucoup de voies mystiques, on parle de l'ascète,
le fait de ne pas aller vers uniquement le plaisir et ainsi de suite, moi j'aurais tendance à dire, vivez pleinement votre vie, nourrissez-vous de plaisir et de joie et de bien-être liés à tout type de pratiques qui vous font du bien en respect avec vous et les autres. Et en même temps, vous pouvez aussi allumer une petite lumière à l'intérieur de vous pour dire, mais il y a aussi un autre possible. Et si j'allais aussi dans ce chemin, de peut-être développer des choses qui vont venir amplifier quelque part la coloration, l'expérience, la beauté de tout l'acte sexuel habituel, mais grâce à des états d'expérience démultipliés grâce au tantra. Et avoir cet état d'esprit qui est de savoir que parfois on est conscient, on sait qu'on sait, mais il y a 4 cas de figure par rapport à la connaissance, c'est qu'on peut savoir qu'on sait, on peut ne pas savoir qu'on sait quelque chose, on peut savoir qu'on ne sait pas quelque chose, mais on peut aussi ne pas savoir qu'on ne sait pas quelque chose. Ça fait 4 formes de posture mentale qui permet simplement d'apaiser le mental et de se dire, ok, il y a le mental, il y a le corps, l'énergie, la respiration, et d'amener en fait notre état de conscience à ouvrir un champ de possibles qui est totalement non appréhendable par le mental. Ça passe uniquement et spécialement par le corps. Et on a beau en parler, c'est pas un exercice mental, c'est de l'expérience. Et quand on l'a vécu, on s'en rend compte. Mais si on l'a pas encore vécu, on tergiverse dans le mental alors que la réponse ne s'y trouvera pas. Alors tout le sujet de la Kundalini a aussi été tenu secret, même dans notre culture, parce qu'en fait c'est présent dans différentes cultures, suivant différentes manières de l'exprimer. Mais ça a été souvent tenu secret pour des raisons multiples, j'imagine, et même considéré comme dangereux parce que ça développe des pouvoirs qui pourraient être surnaturels, si on peut utiliser ça comme ça. C'est un mot qui est utilisé souvent dans certains livres, quoiqu'en même temps c'est très simple. Mais parfois, ça parle de clairvoyance, de clairaudience. Moi, pour ma part, quand j'ai pratiqué régulièrement pendant plus d'1 an, après quand même plusieurs années de passion sur le sujet, eh bien, je suis arrivé, et là, je vous fais une confession très intime, je me retrouvais dans des états d'orgasme qui ont duré plus d'1 an et demi. Et quand je discutais avec quelqu'un et que j'étais pleinement présent au moment présent, et à ma respiration et à l'ouverture de l'espace qui est là, et une écoute par le cœur, eh bien, j'entendais dans ma tête les mots que la personne allait me dire quelques secondes ensuite. Donc, parfois, j'avais un mot qui me sortait et on me dit, strangulation. J'entends strangulation dans la tête. Et dans la discussion, de manière totalement inattendue, parce que je ne pouvais pas m'attendre que ce mot sorte, il est tellement peu fréquent dans la vie du quotidien, et la personne me sort ce mot-là. Et donc, quelques secondes avant, 3 à 10 secondes en avance en général, j'entendais régulièrement les mots que la personne allait seulement dire, comme si c'était là, de manière éthérée quelque part, comme si l'énergie et l'information étaient là, mais que le temps que la personne le descende, l'ancre et le verbalise, évidemment, on sait bien qu'on parle plus lentement qu'on ne puisse lire, par exemple. On sait bien que le temps d'exprimer, déployer un sujet en discussion, il nous faut plus de temps que de le penser. Et c'était assez éblouissant, et je sais que c'est lié à ce genre de pratique. Et donc voilà, quand on parle de surnaturel, c'est cette capacité à ressentir des choses inattendues, mais qui sont éblouissantes, qui sont aussi ce sentiment de bien-être énorme, parce qu'on fait un avec la vie, on est en émerveillement, on est en flux libre d'énergie, et on ressent qu'en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de frontière entre moi et l'autre, entre la situation, moi et ma vie, et qu'on transcende en fait la non-dualité finalement, on est au-delà de la dualité, l'ego prend une toute autre place dans notre vie, et qu'on touche à ces états un peu de félicité. Et c'est sûr que ça passionne et ça questionne et ça rend curieux beaucoup de personnes. Et comme je vous l'ai dit, moi, ça me ferait plaisir d'accompagner des personnes qui sont vraiment sur un chemin véritable de découverte, curieuse, sans garantie de résultat, pour avancer avec beaucoup plus de détails et de conscience et de partage entre vous et moi. Voilà. Parce que moi, mon objectif n'est pas nécessairement de vous proposer des expériences qui déclenchent un phénomène de Kundalini ou bien qui sont brefs, même si ça peut être génial, c'est pas ma passion. Moi, c'est plutôt travail de fond, spirituel et sexuel, et d'amener en fait quelque chose de beaucoup plus profond, pérenne et stable, où votre pleine souveraineté est présente et avec des résultats qui sont permanents en fait. C'est pas juste quelque chose de transitoire, un moment comme un orgasme classique qui est juste un pic et puis plus rien. Et donc c'est un sujet vraiment qui pour moi est la raison pour laquelle je pressentais depuis que je suis enfant que derrière la sexualité qu'on nous présente dans la société actuelle occidentale, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, essentielles et puissantes dans la sphère de l'énergie sexuelle. Et je vous assure qu'on va encore en découvrir beaucoup plus on s'ouvre sur ce sujet et plus on pourra découvrir des choses étonnantes pour autant qu'on reste l'esprit ouvert et qu'on re-questionne plutôt nos pensées et ce qu'on croit savoir plutôt que l'expérience et les partages. Oser expérimenter, avoir la rigueur et la discipline par joie d'oser pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, expérimenter des choses différentes, une approche différente qui permette à une réalité nouvelle, telle que présentée dans les livres, qui puisse vous nourrir de manière profonde et pérenne en fait. Et d'avoir cette joie et cet amour et ce mariage de vos polarités intérieures et de vous à votre corps, à votre âme et votre énergie vitale et de sentir qu'en fait voilà,
qu'on parle d'énergie sexuelle, on parle d'énergie vitale, de désir, de vitalité, de puissance, d'aptitude, d'unicité, de talent, de rencontre, de connexion, d'accueil, d'écoute, de cœur, d'amour inconditionnel. C'est extrêmement puissant. Et je pense que l'énergie sexuelle nous amène à ça. Et tout dépend de l'importance et la crédibilité qu'on y accorde et qu'on souhaite accorder. Et on parle de Kundalini, on parle souvent de montée d'énergie. Et effectivement, dans le tantra, on dit bien si ça se limite à un centre pour différentes raisons, en fait, l'expérience est incomplète finalement. C'est bien, ça vient révéler des choses, tout ce qui est en obstacle peut-être à cette circulation fluide de l'énergie entre à l'intérieur de nous et à travers nous, entre nous et le monde, et qu'en fait, ça vient titiller un peu tous les nœuds. C'est comme si en fait, une des définitions de la Kundalini, c'est une vibration. Et moi, je rejoins cette notion de vibration. C'est vraiment la meilleure manière dont j'exprime cette vibration intérieure. C'est-à-dire qu'on la gagne pas, on la perd pas. C'est pas comme un objet qu'on donne ou qu'on divise ou quelque chose de matériel. On est dans le domaine de la vibration. Et donc, à n'importe quel instant, si on se souvient de la musique, on l'a suffisamment entendue dans notre corps, on peut la réactiver. Et en fait, c'est contagieux. Un peu comme des diapasons dans la vie, en fait, c'est contagieux. Peut-être que ma voix sera contagieuse pour vous et je l'espère, et pourquoi pas, j'y pense maintenant. Parce que c'est une vibration puissante et on gagne pas et on perd rien et qui peut se transmettre et qui puisse aussi permettre de comprendre cette notion d'amour puissant. Inconditionnel, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de soi, de sa vie, de ce qu'on vit, de ce qui se passe dans notre vie et de la relation et de l'autre et de tout ce qui se trouve autour de nous et que on parle de blocage, de limite ou de nœuds par rapport au travail énergétique au niveau des chakras et autres. Mais oui, si on imagine qu'on a des nœuds sur notre corde, notre instrument de musique, le son ne sera pas la même. Il y a des choses qui viennent perturber. Mais une fois que la corde est bien libre à tous les niveaux chakras, en fait, à ce moment-là, l'énergie peut circuler librement, donner sa tonalité personnelle. Parce que quand on dit vibration, on parle de fréquence propre. Moi qui suis ingénieur, ça me parle beaucoup. On parle de fréquence propre. Et une vibration, elle transmet quoi? Une information, une intention. Et donc on revient aussi à ma manière, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi le fait de démarrer mes podcasts par une intention à chaque fois, depuis maintenant environ 60 épisodes, parce que c'est ce qu'on transmet à travers notre voix, un média d'information, la voix du cœur, de l'âme, de l'esprit, du corps, cette invitation de cet espace d'amour en fait. Et donc vous voyez que le travail qui est Kundalini et chakra, et toute la sphère qui est spécifique, qu'on peut associer à certains niveaux à la spiritualité et psychologie, parce qu'on regarde ce qui est associé à chaque chakra, on voit qu'en fait, ça vient nous challenger sur énormément de nos rapports au monde, rapport au matériel, rapport à l'argent, rapport à l'émotion, à différents types d'émotions, à différentes possibilités de dualité et d'énergie masculine, féminine et autres. Et qu'en fait, d'ailleurs, il y a un livre qui le décrit bien, c'est Merveilleuse Kundalini de Régine Desgrémont. Et j'aimerais bien d'ailleurs l'inviter pour un podcast ultérieurement. J'espère qu'elle acceptera, pour vous partager davantage d'informations sur ce sujet fascinant et mystérieux et qui amène toujours à plus d'amour. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait on va vers une souveraineté sans tabou. Je sais que ce sujet peut être tabou et choquer peut-être certaines personnes, mais c'est vrai que depuis longtemps ça a été tenu secret parce que je pense que c'est peut-être pas... Oui, il peut y avoir des risques éventuellement parce que c'est une énergie puissante, mais en même temps je pense qu'on est prêt à l'heure actuelle d'avancer. Et que je sais que la souveraineté, la liberté, la joie, l'amour inconditionnel, la connexion directe à l'amour, à Dieu, à tout ce qu'on l'appelle, peu importe comment on l'appelle, Allah, Dieu, l'univers ou que sais-je, cette force lumineuse et vitale qui augmente la vitalité de soi et du système à travers tous les cycles de la vie, eh bien on comprend pourquoi les religions et les États en général n'ont peut-être pas envie. Ils nous tiennent un peu à distance de cet amour de soi qui nous donne un plein pouvoir sur nous-mêmes et dans notre vie. Et donc on est des êtres libres, indépendants, souverains et puissants. Et quel système souhaite ça? En tout cas, très peu d'États et très très peu de religions à l'heure actuelle qui sont déviées. Parce qu'un État et une religion saine souhaitent ça pour chaque individu. Parce que quand on y a goûté, c'est juste généreux, contagieux et puissant. On a juste envie que les autres y goûtent et que chacun puisse y arriver s'il le souhaite à son rythme, de manière libre et autonome, et que les gens expérimentés puissent le transmettre. Et donc oui, je comprends qu'il y a eu beaucoup de secrets sur ce genre de thématique. Et d'ailleurs, ado, moi j'ai écouté des gens qui viennent d'Asie et qui partageaient vraiment tous les dangers de penser ou de essayer d'activer la Kundalini. Ils disaient non, attendez, vous saurez quand c'est le bon moment, mais pas maintenant, c'est trop tôt, vous n'êtes pas prêt. Il faut vraiment un travail de développement personnel et de rencontre à soi, de bien-être psychocorporel avant de commencer à jouer avec beaucoup plus. Parce que sinon, on ne garde pas la ligne de conduite. On n'est pas vraiment dans l'expérience proposée dans le Tantra. Et c'est pour ça que je trouve ça chouette, cette introduction que j'ai faite de la vision du Tantra en Inde, avec cet ami indien qui m'a transmis tout ça, entre autres, c'est de voir vraiment que l'Ayurveda, le yoga, tout ça, le but, c'est de se connaître soi. Et c'est une voie lente qui prépare le corps à aller vers plus de vitalité,
d'être en pleine santé dans un premier temps, et ensuite d'aller plus loin et de cultiver plus de puissance, d'énergie et d'aptitude, et d'aller vers une voie spirituelle. Mais on peut se contenter de la première phase, c'est-à-dire une phase de guérison, une phase de santé, ou bien une phase davantage spirituelle. Et bien souvent, les gens qui vivent des états spirituels assez avancés, ils ont beaucoup souffert dans leur vie, ils ont vécu beaucoup de difficultés, des maladies, des challenges physiques, psychiques ou autres, des conditions de vie souvent qu'on ne désire pas aux autres parce que ça a été assez trash. Donc c'est pas parce qu'on vit des maladies, des douleurs ou autres que nécessairement c'est une contrainte qui nous prive ou qui nous distance. C'est juste un moyen, parfois un cadeau de la vie d'aller plus loin. Un peu comme je vous disais, si vous pensez être privé d'expériences incroyables en sexualité, sachez simplement qu'en fait c'est pas vrai. C'est une opportunité pour vous d'aussi développer une capacité d'être en lien avec votre énergie sexuelle qui vous permettrait de vivre probablement des choses beaucoup plus belles et puissantes. Ça prendra du temps, mais qui va donner une coloration, une sensibilité et une magie à votre acte sexuel classique qui va totalement changer en fait. Et c'est un cadeau de dire j'ai une contrainte, mais en fait c'est un cadeau pour atteindre des niveaux plus développés de conscience de moi et du monde, un peu comme cette notion de sacrifice, c'est être dans la modération, la diminution pour obtenir plus au niveau spirituel par la suite. Voilà, c'est un sujet, comme vous l'avez entendu, qui me passionne, qui vibre en moi de manière puissante, et j'aurais plaisir à accompagner certaines personnes d'entre vous qui le souhaiteraient. Et donc, vous êtes les bienvenus pour me contacter. Vous trouvez mes coordonnées dans l'article, mais aussi dans plusieurs endroits sur Internet. Je suis facilement joignable et je vous souhaite d'ores et déjà en fait une belle aventure avec vous-même, de voir le monde différemment, de vous voir avec beaucoup d'amour et d'empathie et de joie, d'aller vers la rencontre et d'accueillir les prochains podcasts qui vont toucher à la Kundalini, cette énergie sexuelle de manière un peu différente de ce qu'on la présente en sexologie occidentale classique, où je pense qu'en fait on passe à côté de l'essentiel. Et on passe à côté de beaucoup de choses très très puissantes. Même si on peut parler de Jung, de Freud ou plein d'autres peut-être personnes très axées sur l'énergie sexuelle, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut se reconnecter à des savoirs ancestraux. Mais ensuite, la seule vérité, c'est l'expérience personnelle. Et ça, il n'y a que soi-même qui pouvons prendre la décision, se l'offrir et laisser la magie opérer quand c'est le bon moment en fait de pouvoir le vivre. De toute façon, on ne peut pas provoquer quelque chose, on peut l'accompagner, créer un contexte favorable, et si ça se produit, ben voilà, si on a fait un choix conscient et qu'on est aligné dans nos actes et nos pensées, il peut se passer quelque chose de nouveau. Mais moi, j'espère vraiment que ce podcast pourra vous apporter des réflexions nouvelles, des perspectives nouvelles, et de voir qu'en fait, tout ce qui est sexualité classique est magnifique, et elle va être transcendée, amplifiée et embellie à travers tout ce qu'on peut développer dans la sensibilité et le côté subtil de ce rapport spirituel, énergétique et sexuel de la vie en fait. Voilà. Et le travail est avant tout de soi à soi et ça dépend pas d'un partenaire ou d'une partenaire. C'est vraiment un parcours riche des découvertes mais pour lequel il faut parfois beaucoup de patience, parfois pas. Et Marie-Noël nous partagera le mois prochain en fait son expérience personnelle. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle ose en parler et qu'elle en parlera ouvertement. Donc elle nous fait un cadeau on peut dire une exclusivité. Je crois que c'est la voix du cœur de dire ok, j'ai envie de l'offrir, j'ai envie de vous le partager. Et peut-être que ça peut aider des gens qui ont un peu galéré à comprendre des choses comme elle a eu à galérer sur son chemin. Et je pense que c'est en parlant vrai, sans tabou, de manière authentique et vulnérable qu'on peut avancer collectivement vers une société plus belle. C'est pour ça que je vous partageais certaines expériences personnelles, d'aptitudes qui sont un peu surnaturelles, possiblement considérées comme ça, comme des états d'orgasme, et comme le fait d'entendre les paroles de certains mots que quelqu'un va prononcer à l'avance. Et alors comment ça s'explique, j'en sais rien. Mais je sais que quand je cultive cet état en lien avec les outils tantriques de bien-être à moi et la méditation, et le son, et les tantras, les mantras, je le cultive. C'est comme un jardin, un potager, je le cultive et c'est puissant et c'est ancré. Et ça, c'est une expérience unique et personnelle et j'espère qu'on sera de plus en plus d'humains à le vivre. Voilà, donc c'est un podcast très audacieux, très... comment dire ? C'est une main tendue en fait et une audace de le partager et j'espère qu'il atteindra vos cœurs. Et si c'est le moment propice pour vous d'entendre, d'écouter ou de s'intéresser à ce sujet. Voilà. Je suis toujours disponible pour vous parce que je suis animé par cette joie de parler de sexualité et de bien-être. Et donc, peu importe le sujet sur votre chemin, vous pouvez toujours me contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand je suis dispo, je décroche. Et puis voilà, je vous souhaite un beau chemin de vie. À bientôt dans le prochain épisode. Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. pour vous.